l'agriculture est le secteur le plus rentable en Afrique. Je dirais l'agriculture et l'élevage est le secteur le plus rentable en Afrique. Mais est-ce que tout le monde est appelé à faire de l'agriculture? Est-ce que tout le monde peut faire de l'agriculture? Est-ce que tout le monde va réussir quoi, en allant se lancer dans le secteur agricole ou même dans le secteur de l'élevage? C'est le sujet que je vais devoir quoi, partager avec vous. Donc je vous invite ici à rester attentivement parce que c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qui va parler à toi, présentement, qui a cliqué sur cette vidéo, qui est intéressé par le domaine agricole, qui veut te lancer dans l'agriculture, qui s'est même peut-être lancé et a abandonné. C'est sur ce sujet-là, c'est de ça que je vais parler. Je vais mettre le doigt là où ça fait mal, mais enfin qu'on puisse grandir ensemble. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Cyril Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Dans cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Je partage un lien avec toi qui te partage comme ça, c'est-à-dire que 10 idées de meilleure culture, ultra rentables à lancer en Afrique, qui te laissent à la prospérité, c'est-à-dire qu'à vie, ta famille et toi. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Pour moi, c'est un sujet qui est très, très important. Le sujet avec l'agriculture. Tu sais que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Je suis le premier ici à te dire que si on veut voir l'Afrique se développer, si on veut voir l'Afrique émerger, c'est en allant investir massivement dans le secteur agricole. C'est l'agriculture qui est ce levier-là qui puisse sortir l'Afrique du sous-développement, de la pauvreté. C'est l'agriculture qui pourra justement générer de la richesse, générer de la valeur et relever le PIB par habitant de nos différents pays en Afrique. Et ce n'est pas une fiction ou une métaphore quand je le dis, c'est ce que tous les pays développés cette planète ont fait. Quand on cite l'exemple de tous ces pays développés, de toutes ces grandes puissances, c'est au travers de l'agriculture. Mais cela te dit que ça nécessite une vision. Ça nécessite que les dirigeants politiques en place, ceux qui nous gouvernent, aient une vraie vision. Ça demande aussi que la partie civile, que la population que nous sommes, qu'on ait une vraie vision, qu'on sache où est-ce qu'on va aller. Donc, moi, lorsque j'intitule que l'agriculture, c'est un secteur qui est ultra rentable, tu sais ici que je t'ai déjà démontré que par A plus B, depuis 4 ans, je partage ici avec toi sur le secteur agricole, sur le secteur de l'élevage, sur les business. J'ai partagé avec toi comme ça des multitudes de spéculations. J'ai plus de 1000 vidéos sur la chaîne où j'ai disséqué l'ensemble des spéculations. Je t'ai dit ici, lorsque tu vas aller dans le domaine agricole, peu importe la culture, c'est-à-dire que cette culture est rentable. Je t'ai donné les montants ici. Si tu vas aller faire le gombo, combien tu gagnes par hectare sur les gombos? C'est des millions, pas moins de 5 millions. Sur le piment, c'est pas moins de 7 millions et demi. Sur l'igname, sur le manioc, sur une culture comme le poivre, c'est pas moins que de 130 millions l'hectare. Mais si je le dis, c'est parce que je me rends compte que notre communauté, à force de répéter les chiffres, quand on dit que le piment est ultra rentable, la tomate est ultra rentable, pareil pour l'agriculture, pareil pour l'élevage, autant pour moi. On est venu nous faire comprendre ici que l'élevage est ultra rentable, l'élevage de poulet de chair, c'est ultra rentable.
Plus de 50%, c'est-à-dire voilà. Plus de 50% en 45 jours. Ce que je constate, que dans notre communauté, les personnes ne s'arrêtent que uniquement sur le chiffre, sur la rentabilité. Je n'ai rien contre cela. Mais la grosse erreur que la plupart d'entre vous commettez, c'est que vous venez entreprendre uniquement parce que vous êtes à la quête de l'argent. Jusque-là, tu as dit que ce n'est pas mauvais. Mais à la quête de l'argent rapide, beaucoup veulent même gagner de l'argent sans rien faire. Beaucoup veulent gagner de l'argent en confiant leur argent pour que c'est d'autres qui fassent. Mais alors que, lorsqu'on va bien te dire quoi, c'est questionner. Lorsque tu as fait le choix de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut aussi qu'on soit clair, que tant qu'on n'a pas fait le travail sur nous, si tu n'as pas fait le travail sur ton mindset, parce que j'ai coutume à te dire ici que l'entrepreneuriat c'est 95% mental, 5% de mécanique. Donc, je me rends compte que plusieurs d'entre vous, vous ne savez pas faire la différence entre entreprendre et aller faire du commerce. Aller faire le commerce ici, c'est d'acheter un article et aller revendre. Acheter un produit fini, aller revendre. Par exemple, c'est d'aller acheter le poivre parce qu'il y a un besoin, parce que les gens consomment le poivre, et de vendre ce poivre-là. Donc tu vois que toi, tu viens, tu apportes ce service-là, tu apportes ce produit. Tu n'es pas dans la production. C'est ça le commerce. Ou soit c'est d'aller acheter les habits et revendre derrière. Là, tu as ton argent liquide rapidement, si on peut le dire. Mais alors qu'aller entreprendre, c'est le processus de création, c'est-à-dire que de valeur. Je reprends, c'est-à-dire que l'exemple avec le poivre. Celui qui va aller entreprendre dans le domaine agricole et qui veut produire le poivre, se doit de suivre le processus. Se doit déjà d'acquérir la compétence. Tu te dois d'avoir la compétence. Se doit, c'est-à-dire que de connaître l'environnement, c'est-à-dire que là, qui est l'agriculture. Se doit de maîtriser son environnement. Se doit de maîtriser, c'est-à-dire que le sol. Se doit, c'est-à-dire que de connaître l'agronomie du poivre. Doit aller, c'est-à-dire que planter le poivre, patienter un minimum de 2 ans et demi, 3 ans, pour que ça entre en production. Et tu vois, pendant ces 2 ans et demi, 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est ce petit chemin que je vais mettre en place. C'est ça que tu dois intégrer. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et lorsque tu vas entreprendre, lorsqu'on va entreprendre, il faut comprendre ici qu'il faut des raisons en fait. Pourquoi est-ce qu'on va entreprendre? Donc tu comprends donc que pendant les 2 ans et demi, 3 ans et demi, tu n'as pas l'argent. Et il n'y a pas d'argent qui entre. Donc si toi tu vas entreprendre donc, pour des mauvaises raisons, ce qui est généralement le cas, pour 80%, pour ne même pas dire 90% des Africains, beaucoup vont entreprendre parce qu'ils veulent avoir l'argent rapidement. Beaucoup vont aller entreprendre parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont brocs, parce qu'ils n'ont rien. Ils veulent devenir riches rapidement. Beaucoup veulent aller entreprendre par suivisme, par mimétisme, par défi. Ah, parce que l'autre a fait, moi aussi je vais le faire. Sans analyser les contingences, les pourtours. Non, on va aller faire. Ah, il a fait ça, elle a fait ça, elle est en train de gagner de l'argent. Non, moi aussi je vais le faire. Donc, chez nous, on ne regarde que le résultat fini. On ne cherche pas à maîtriser le processus. Ben, celui-là où celle-là a fait, quel est le processus que la personne a suivi? Tu verras que si la personne est arrivée à ce stade-là, il y a peut-être 10 ans, il a travaillé ou elle a travaillé dans l'ombre. Il y a peut-être 15 ans, il ou elle a travaillé dans l'ombre. Donc, il y a un processus à faire. Il ne faut pas voir le produit fini. Il ne faut pas voir la personne, c'est-à-dire qu'on va uniquement analyser la gloire. Cherche à comprendre justement le processus.
Comment la personne a fait pour arriver là. Donc tu vois que dans notre communauté, on envie le succès, on envie la réussite, on envie la richesse, mais on ne cherche pas à savoir quel est le prix que la personne a payé. Est-ce que tu es prêt ou prête à payer ce prix-là? Donc si tu n'as pas de réelles raisons, il faut avoir des raisons. Lorsqu'on va entreprendre, l'entrepreneuriat ici, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la réalisation telle que progressive d'un idéal de vie. Je peux répéter ça? L'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. J'insiste sur possible. Ça peut donner, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Donc, lorsque tu vas aller entreprendre, je préfère te dire tout de suite, il ne faudrait pas que tu sois dans la posture de quelqu'un qui est broke. Il faudrait que tu aies un état d'esprit, c'est-à-dire voilà, vraiment positif. Il faudrait que tu sois, c'est-à-dire voilà, aligné, c'est-à-dire que voilà, ton corps et ton esprit soient alignés. Il ne faudrait pas que tu aies faim. Quand je dis ici faim, faim dans la mesure où tu n'arrives même pas à poser l'assiette sur la table. Faim dans la mesure où que tu ne peux pas payer ton loyer. Et que tu vas aller entreprendre parce que tu veux payer le loyer. Non, tu ne vas pas réussir parce que lorsque tu vas aller te lancer dans le secteur en entrepreneuriat, il y a énormément de péripéties qui peuvent arriver. Et ici, je vais marquer le curseur sur l'agriculture. Il y a énormément de péripéties. Si tu dis maintenant que tu vas aller plutôt faire de l'agriculture, il y a énormément de péripéties, énormément de contingences. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici avec vous depuis de 4 ans. Et je préfère te prévenir que lorsque tu fais le choix d'aller entreprendre, tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Et je vais t'expliquer pourquoi tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas perdre beaucoup d'argent dans la mesure où tu ne vas pas baliser les contingences, dans la mesure où tu ne vas pas minimiser le risque. Parce qu'il faut comprendre que aller entreprendre, c'est prendre le risque. Oui, aller entreprendre, c'est prendre le risque. Je vois encore d'autres qui sont en train de jouer petit bras, d'autres qui sont en train de faire les économies. Certaines personnes sont là, non pas la data, ou ne veulent pas mettre l'argent pour la data, en disant que la vidéo est longue, mais veulent aller entreprendre, veulent aller créer des industries, veulent aller faire des plantations de 1000 hectares. Si tu n'as pas de l'argent pour pouvoir, c'est-à-dire que bénéficier des connaissances que je donne là, même si la vidéo fait que 1 ou 2 heures, tu penses que tu auras de l'argent pour pouvoir mettre sur 1000 hectares, pour pouvoir aller acheter des tracteurs, pour pouvoir aller acheter la mécanisation, pour payer, c'est-à-dire que la main-d'œuvre, pour pouvoir, c'est-à-dire que créer une industrie. Tout passe par ton état d'esprit. Tout passe par l'état d'esprit. Donc tu vois que ça demande donc un investissement, c'est-à-dire que sur soi. Parce que derrière, tu vas perdre de l'argent. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire que donc, minimiser les risques, c'est pour ça qu'on demande de se former, c'est pour ça qu'on demande de s'entourer, c'est pour ça qu'on demande, et j'insiste ici, de commencer petit. Commencer petit. C'est pour ça qu'il faut aller vers ses pairs, aller vers les personnes qui ont réussi, c'est-à-dire que dans ce que tu veux faire, en l'occurrence, ici on parle d'agriculture. Je te parle d'élevage. Si c'est l'agriculture que tu veux faire, si c'est sur la culture du poivrier, si c'est sur la culture du palmier à huile, si c'est la culture du bitacola, du njangsan, peu importe la spéculation, va vers la personne qui a déjà les résultats. Va vers la personne qui a l'expertise. Paye le prix qu'il faut. Paye le prix qu'il faut pour pouvoir acquérir la compétence. Parce qu'il faut comprendre ici que si la plupart des personnes échouent, c'est par manque de compétence. C'est parce que tu n'as pas la compétence. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et c'est parce que les personnes vont justement faire l'agriculture pour les mauvaises raisons. Ah, je vais gagner mon argent. Et quand tu es dans le petit segment que je vais gagner l'argent, peut-être pour acheter ma voiture, peut-être pour aller tel que faroter, peut-être pour faire le pacha, peut-être pour frimer, et que tu n'as pas balisé, que tu n'as pas pris les contingences que je partage ici tout le temps, ben, tu vas échouer. Et je vais être direct avec toi.
Toi qui vas aller faire l'agriculture présentement, toi qui es très intéressé, et je sais que la plupart d'entre vous êtes intéressés, et je suis, c'est-à-dire que très fier. Mais ce que je fais ici, c'est la préparation en fait. Il faudrait que tu comprennes ça très bien. Je suis en train de te préparer. Parce que toutes les personnes qui ont réussi ou qui réussissent, peu importe les différents business, c'est les personnes qui ont eu en amont, c'est-à-dire une préparation. Moi, je fais de l'agriculture aujourd'hui. Je suis à l'aise dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine préparation. Parce que j'ai les prédispositions pour pouvoir faire l'agriculture. J'ai posé la question, est-ce que tout le monde peut faire l'agriculture? Est-ce que tout le monde va réussir dans l'agriculture? Hélas, tout le monde ne pourra pas réussir dans l'agriculture. Je suis navré de le dire. Tout le monde ne va pas réussir pour les raisons que je donne ici. Mais si chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, essaie de travailler dans ce sens-là, oui, on pourra réussir parce qu'il y a un travail. Moi, je suis à l'aise dans ce domaine parce que depuis la petite enfance, depuis tout petit, tu vois, maman t'a dit que ma maman m'a mené au champ. Et depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant, c'est dans mon ADN. Étant au pays, j'allais tout le temps au village. Tout le temps au village, j'étais au champ. J'ai eu que cette préparation, pourquoi? Parce que mon grand-père déjà, avec sa plantation de 17 hectares qu'il a laissé, c'est là-bas que je m'exerçais. C'est là-bas que je m'exerçais tout petit jusqu'à ce que je sois adulte aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis à l'aise quand je parle d'agriculture. Parce que j'ai touché à toutes les cultures vivrières, à toutes les cultures de rente. Donc imagine donc, de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, quel est le type de diplôme qu'on peut me décerner? Donc je suis à l'aise quand je suis dans cet environnement. Parce que dans cet environnement-là, il y a un écosystème. Il y a un écosystème. Il y a des contingences, il y a des contraintes. Il y a des contraintes d'ordre climatique. Lorsque tu es au champ, il y a le soleil. Tu vas travailler sous le soleil. Es-tu capable de supporter le soleil? Il y a la pluie. Parce que coûte que coûte, quand tu as labouré, quand tu as sémé, que ce soit tes arachides, que ce soit le pistache, que ce soit le manioc que tu as planté, que ce soit ta banane plantée, peu importe la culture, il faut que tu viennes sacler à tout moment. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il faut que tu sois là au champ. Il y a, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, la biodiversité, les insectes, les moucherons qui te viennent dans les narines, qui te viennent dans les yeux, qui te rentrent dans la bouche. Mais tu n'as qu'à voir les vidéos que je partage sur la chaîne. Tu me vois en plantation, j'ai tous les moumoutes, j'ai les moumoutes qui font ça, les moumoutes qui me viennent dans les oreilles. Es-tu prêt ou prête à affronter, c'est-à-dire que cet écosystème-là? Parce que cet écosystème est dans son environnement. Il y a les abeilles, il y a des abeilles où il y a des guêpes qui peuvent te piquer. Tu peux être victime même de morsures de serpents. Il y a énormément comme ça de micro et de macro-organismes qui sont là. Il y a des antilopes, il y a des animaux, mais qui sont dans l'écosystème. Es-tu prêt donc à affronter cet environnement? Sans compter que, oui, les travaux champêtres ne sont pas de tout repos, c'est physique. Oui, on travaille aussi encore avec la houe, on travaille avec la machette, il faut défricher. Les récoltes sont manuelles. Oui, il y a un certain effort. Es-tu prêt à braver ce challenge-là? Une fois que tu as bravé ce challenge, il y a aussi le fait qu'on manque d'infrastructures. Nous ne sommes pas que bien desservis. Tu sais appeler, c'est-à-dire que des fois aller au champ à pied. Si ta plantation est à 8 km de ta maison, si la plantation est à 20 km, si ta plantation est à 30 km, comment tu fais? Il va te falloir des moyens de locomotion. On a des personnes aussi comme ça, qui vont aller mettre des plantations à plus de 50 km, qui sont en ville, et la plantation, c'est-à-dire que ça est à plus de 50 km dans l'arrière-pays. C'est des contraintes.
il faut faire, c'est-à-dire que c'est va-et-vient. Certains, c'est-à-dire que sont en ville et délèguent, c'est-à-dire plutôt aux personnes du village. Et c'est comme ça que tu fais, c'est-à-dire que ton projet, c'est-à-dire qu'il échoue. Donc, ce projet-là, c'est un projet que tu dois vivre. Quand tu fais le choix d'aller faire l'agriculture, tu dois vivre ça. Tu dois être acteur sur le terrain. Tu dois te dire que voilà. Je veux dire, tu dois manger ça, respirer ça. Il faudrait que tu saches pour quel objectif tu fais. Quel est l'objectif que tu fais? Quelle est la raison? Si tu n'as pas un pourquoi puissant, ici j'insiste pour ceux qui sont dans la diaspora, pour ceux qui résident même en ville, si vous n'avez pas un réel pourquoi, les raisons pour lesquelles vous venez faire l'agriculture, si vous venez uniquement faire l'agriculture parce que Thierry a dit que le poivre rapporte 130 millions l'hectare, si ce n'est que les 130 millions qui te drivent, je préfère te dire, laisse tomber, tu ne pourras pas faire. Tu ne vas pas faire. Mais il faut que tes raisons soient plus costauds. Parce que 130 millions, je te dis que dans 3 ans, si tu as une vie déjà posée ici, je parle ici à la diaspora, parce que plusieurs de la diaspora, quand tu as déjà, certains ont 2000 euros ou même 1500 euros, pour eux, ils se disent que non, ils gagnent bien leur vie. Ne parlons même pas pour ceux qui ont 3000 euros. Si tu es aujourd'hui médecin, tu es aujourd'hui informaticien, tu es aujourd'hui ingénieur, tu es aujourd'hui, je ne sais pas moi, comptable, peu importe, tu es un cadre. Explique-moi, dis-moi pourquoi tu vas aller faire l'agriculture. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui va te... Pourquoi tu veux aller faire l'agriculture? Es-tu prêt ou prête d'abandonner ton métier de comptable, d'expert comptable, d'ingénieur, de médecin pour aller faire l'agriculture? Donne-moi les raisons dans les commentaires. Si les raisons ne sont pas plus fortes que ce que tu es en train de faire en ce moment, tu vas abandonner. Si tes raisons ou le choix de la spéculation que tu vas aller faire, parce que ce que je vois aussi, c'est que d'autres vont aller faire l'agriculture, mais ne sont pas tellement ambitieux. L'ambition ici, s'il te plaît, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut commencer tout d'un coup. L'ambition, c'est, on peut commencer petit, mais on voit grand. Mais c'est que vous allez généralement faire des business où vous êtes cantonné tel que dans la petitesse. À partir du moment où tu fais petit et que ton salaire ici, en Occident, est plus grand que le retour sur investissement, tu vas abandonner. Mais généralement, tu as dit que vous êtes en train de faire l'agriculture en disant que j'essaie seulement. Ah non, c'est mon cousin, c'est mon voisin qui m'a dit, ah parce que j'ai vu un tel faire. Ou la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt des investisseurs. Vous préférez que prendre votre argent, aller donner aux organismes qui viendront vous dire, on va vous faire la tomate, on va vous faire le maïs, on va vous faire le gombo, on va vous faire le pistache, on va vous faire de la salade, on va vous faire des champs clés à main, où vous aurez que tous les mois des pourcentages à plus de 1000%. Vous allez vous asseoir et on va commencer à vous donner du 1000%. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est pour ça que ça ne marche pas. On a perdu comme ça des milliards et des milliards. Ou certaines personnes qui vont aller faire de l'agriculture. Comme j'ai dit, vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes jamais même parti dans votre village. Tu veux aller faire l'agriculture. Toi qui es intéressé, je sais, tu es hyper intéressé par le domaine agricole, mais tu n'es jamais parti dans ton village. Tu as peur du village. Lorsqu'on parle du village, tu ne vois que les sorciers. Tu dis, si tu pars là-bas, on va te manger. Les sorciers vont te manger. Ah, si tu pars là-bas, tu as dit qu'il y a tellement de moustiques. Ah, si tu vas là-bas, tu as dit que c'est l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Ah, il n'y a pas de l'eau de qualité. Ah, il n'y a pas de bonne route. Dans certains de vos villages, les voitures n'entrent même pas. Ah, pourquoi je vais aller faire? Pourquoi je vais aller faire là? Pourquoi je vais aller là-bas? Tu vois donc, tu es intéressé par l'agriculture, mais tu n'es jamais parti dans ton village, tu as peur. Et tu vas commencer à faire de l'agriculture à distance. Non, j'ai envoyé l'argent pour qu'un cousin, un machin fait, on m'a arnaqué. C'est comme ça que vous échouez. Donc il faut déjà aimer la terre.
Il faut faire des navettes dans ton village. Il faut te dire que tisser les liens. Il faut que tu aimes, parce que aller faire l'agriculture, c'est sur le long terme. Aller faire une culture comme le poivrier, aller faire une culture comme le manioc, aller faire une culture comme le palmier à huile, aller faire dans les arbres, c'est-à-dire que dans l'agroforesterie, les arbres, c'est des cultures pérennes. C'est des cultures qui vont sur 200 ans. Mais si tu as donc peur de ton village, si tu as peur d'aller au village, comment tu vas donc gagner des millions? Je te confirme que l'agriculture est ultra rentable, que l'agriculture est le seul secteur qui puisse donner comme ça du fois 1000. Mais pour cela, il va falloir que tu aimes la chose. Il va falloir que tu mouilles le maillot. Donc tu vois, tu ne pars pas au village. Si tu ne pars pas dans ton village, tu vas aller faire où? Tu vas aller faire, quoi? On va se dire, je ne sais pas si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas aller faire dans le village voisin. Dans le village voisin aussi, ça va être pareil. Parce que tu ne vas pas te sentir tel que chez toi. Et ça va faire des kilomètres. Parce que beaucoup tel que tu vas aller faire dans un village voisin. Mais en étant en ville, tu as 200 kilomètres. Ça ne va pas donner, mon gars. Parce que là-dedans, comment tu vas faire pour contrôler ton business? Là-dedans, il y a encore une question de mentalité. La main-d'œuvre n'est pas garantie. La mentalité même des personnes que tu vas employer, c'est-à-dire que ça laisse à désirer. Donc si toi-même tu n'es pas présent ou présente pour contrôler, tu vois que ton projet de manioc, de banane plantain, de macabo, ça peut même réussir, mais au final tu ne récoltes rien. Parce que derrière tes propres employés vont se transformer, c'est-à-dire en voleurs, vont voler. Ou même, c'est-à-dire que le voisinage, les personnes viendront voler parce que tu n'as pas le droit de regard, tu n'es pas à côté, tu ne vérifies pas. C'est autant de choses qu'il faut mettre. Ce que je parle pour l'agriculture est pareil pour l'élevage. Tu as des personnes comme ça qui veulent aller faire l'élevage. Mais pareil, qui ne sont jamais allés au village, mais qui n'ont même pas la connaissance là-dessus. Beaucoup, c'est-à-dire qu'on se forme. À ce moment où il y a un engouement, on se forme. Mais à qui, si on donne un sujet, on donne une poule, on te dit, tiens la poule, la personne va avoir peur. On te dit, attrape juste le porcelet là comme ça. Dès que le porcelet fait un... la personne va lâcher le porcelet et fuir. Donc les gens ne sont qu'intéressés par la part de gain, mais ne prennent pas en compte la contrainte qu'il y a dedans. On te met dans une ferme de poulailler. Est-ce que rien que les odeurs, les remontées gastriques, les remontées d'ammoniac, tu peux supporter? On te met dans une ferme, je ne sais pas moi, que de porc, le lisier. Est-ce que tu peux supporter les odeurs? On te met, c'est-à-dire que même dans une ferme où c'est les vaches, est-ce que tu pourras supporter les odeurs de bouse de vache? Donc, il faut déjà d'abord aimer. Je pense que ceux qui se lancent dedans, c'est ceux qui ont déjà eu de la préparation en amont. Les personnes qui sont familières avec le secteur de l'élevage, où on grandit un peu, c'est-à-dire que voilà, dans la famille, il y avait de la basse-cour, il y avait les poules, il y avait les canards, il y avait que les oies, il y avait voilà, toujours les porcs, il y avait, sont habitués, ont ces prédispositions-là. Ce sont ces personnes qui se lancent facilement dans le domaine de l'élevage. Les personnes qui ont toujours été en contact avec la terre depuis la petite enfance ont cette prédisposition-là, facile, rapide, d'aller faire l'agriculture. Je constate ça. Parce que même les personnes qui ont pris la formation, c'est des personnes qui ont la main dans le cambouis. C'est des personnes qui sont en contact avec le sol depuis longtemps. Bien qu'elles soient, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, qu'elles soient au Canada, qu'elles soient en France, qu'elles soient partout en Occident, mais c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler la terre. C'est des personnes qui sont parties déjà, c'est-à-dire acheter leur terre rapidement et qui ont pris la formation et qui se sont lancées. Donc, le travail que je fais ici, c'est de se dire, quand vous voyez quelqu'un en train de réussir dans un domaine,
Et il ne faut pas dire que c'est la chance. On a coutume à dire qu'il y a chance lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Moi, c'est-à-dire que tu vas me voir en train de produire ce poivre-là, en train de te brandir ce résultat, le poivre. Tu vas me dire, mais Thierry, tu as eu la chance de pouvoir t'aider que produire ce poivre-là. Parce qu'en vérité, beaucoup se sont lancés, beaucoup se sont cassés la gueule. Beaucoup ont essayé de se lancer pour les raisons que j'ai expliquées, se sont cassés la gueule. Mais pourquoi moi j'ai eu cette chance-là? J'ai eu cette chance parce que j'étais déjà préparé en amont. Parce que depuis la petite enfance, je suis dans le secteur agricole. Parce que toutes les contingences, les contraintes liées à l'agriculture, c'est déjà en moi. Tu vois, quand je pars en Afrique, je passe la plupart de mon temps au village. Je suis à l'aise. Parce que c'est ce que je fais depuis la petite enfance. Ce que toi, tu ne peux pas faire. Ce que beaucoup d'autres ne peuvent pas faire. Beaucoup veulent le confort. Tu veux quitter l'Occident ici, arriver encore dans ton pays, aller rester dans la capitale, aller rester dans la clim, aller rester dans le confort. Non. Lorsqu'on entreprend, ou lorsqu'on est en mode entrepreneuriat, c'est tout sauf le confort. On est en mode, on prend le risque. On prend le risque. Parce que c'est en prenant le risque qu'on gagne. Si tu as donc peur d'aller dans ton village, tu ne pourras pas t'aider que faire les 130 millions que le poivre donne. Si tu as peur d'aller dans ton village, tu ne pourras pas t'aider que faire les millions que le palmier à huile donne. Tu ne pourras pas bénéficier de la manne que l'agriculture donne. Donc tu vois que moi, tu vas dire que Thierry a eu de la chance pour pouvoir... Et il produit le poivre. Non, c'est parce qu'il y a eu de la préparation, mon gars. Parce que depuis la petite enfance, je suis dans le secteur agricole. Donc quand j'ai donc vu l'opportunité qui était le poivre, l'opportunité qui est le bitacola, l'opportunité qui est le Njansan, j'ai saisi. Malgré tous les contraintes, je t'ai expliqué les contraintes, les challenges que j'ai eus, afin de pouvoir arriver là. Toi, tu vois ce produit fini. Mais j'ai eu des contraintes. La première année, c'est-à-dire que je l'ai loupé. Où j'ai perdu, c'est-à-dire que plus de 10 millions. Mais moi, sachant c'est quoi l'agriculture, sachant les raisons qui sont les miennes, j'ai dit, je n'abandonne pas. Tu vois que je ne suis pas venu là, je ne suis pas allé faire le poivre parce que c'est-à-dire que je courais après l'argent. Mais j'ai dit, je veux c'est-à-dire que faire une culture qui n'est pas faite dans mon pays. Enfin, autant pour moi, qui n'est pas faite dans mon village. Et je ne savais même pas que le poivre était fait au Cameroun. Donc c'est avec les recherches que je découvre que le poivre est fait au Cameroun depuis 1950. Je suis donc allé vers le meilleur, vers les spécialistes. Je n'ai pas dit non, comme je fais dans l'agriculture, je vais aller faire moi-même. Non. Je suis allé voir le meilleur. J'ai payé le prix qu'il fallait. Malgré le fait que j'ai payé le prix qu'il fallait, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné la première année, ça n'a pas donné. Mais je ne me suis pas arrêté là. Parce que mon objectif, c'était de faire une culture qui n'est pas faite dans mon village. C'est que beaucoup d'entre vous, la plupart ne feront pas. Beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont dire, ah, 10 millions, ouh, plus de 10 millions, j'ai perdu. Non, ah non, il m'a arnaqué. Non, il m'a volé. Ah non, les Africains ne sont pas sérieux. Ah non, l'agriculture, ce n'est pas un secteur qui donne. Ah, j'abandonne. Non. Je ne me suis pas arrêté. Je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait correctement? Pourquoi ça n'a pas donné? L'agriculture, c'est une science. C'est une science. Et c'est une science, comme je dis, qui dépasse tous vos corps de métier. C'est une science qui est complexe. Il faut juste se poser des questions. Lorsque tu te poses des bonnes questions, tu vois, le puzzle se met en place. Ah non, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Je suis allé réapprendre. Je suis venu ici en Occident, j'ai fait le tour des fermes. Ici, c'est-à-dire qu'en France, en Asie, je me suis rééduqué sur les sols, l'environnement,
la matière, la micro et la macro-organisme. Je me suis dit que formé, que sur plusieurs contingences, lorsque que je suis revenu, la même éducation j'ai inculquée qu'à mes équipes, qui sont mes frères, et qui sont que les techniciens que j'ai pris. Et voilà les résultats que tu vois. Lorsqu'on a mis en place, voilà les résultats sur le même espace où le technicien, l'expert que j'avais pris m'a dit, ça ne peut pas donner. Que le prof ne peut pas produire dans mon village. Donc tu vois, c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Et pendant tout ce temps, je ne gagnais pas de l'argent, je perdais de l'argent, il faudrait que je te rappelle ça. Je perdais de l'argent. C'est pour ça que je te dis que si tu vas aller entreprendre, ne sois pas dans le besoin, c'est-à-dire que voilà, ne sois pas dans l'urgence. Ne sois pas, c'est-à-dire qu'au rouge. Et ne va non plus mettre ta famille en danger. Parce que lorsque tu es en train d'entreprendre, il faudrait, si tu es marié, avec des enfants, il faudrait que la vie familiale continue à courir. Il ne faudrait pas avoir des impayés de loyer. Et il ne faudrait pas que la nourriture manque sur la table. Il ne faudrait pas que les enfants n'aient pas de vacances. Il ne faudrait pas que les enfants ne soient pas habillés. Il ne faudrait pas que les enfants n'aillent pas à l'école. Il faudrait qu'ils aient les fournitures. Il faudrait qu'ils soient qu'ils aient des loisirs. Il faudrait que toi-même tu sois aussi épanoui. Toi et ta femme. Donc tu ne dois pas mettre ta famille en danger. Donc c'est quelque chose que tu fais de façon, sans mettre ta famille en danger. C'est très important ça. Donc, ce qui est différent avec celui qui a le moyen, c'est de dire, ah ben je viens gagner de l'argent afin de pouvoir payer le loyer le mois prochain, ou de mettre la nourriture sur la table. Tu vois que c'est ça qui crée des fois des dissensions, qui crée des fois des conflits dans le couple. C'est ça qui fait en sorte que des fois, voilà, ton conjoint ou ta conjointe ne te suivent pas ou ne te fassent pas confiance parce que si tu viens mettre la famille en danger, la personne, avec qui tu vis, non, elle veut la sécurité. Donc, entreprendre, c'est prendre le risque et comprendre que c'est derrière le risque qu'on gagne en fait. Et plus le risque est grand, plus tu gagnes gros. Mais maintenant, comment tu fais donc pour minimiser le risque? Parce qu'il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, le risque zéro n'existe pas. Mais comment tu fais donc maintenant pour minimiser le risque? Minimiser le risque, c'est ce que j'ai fait. En allant vers mes pairs, en allant vers les personnes qui ont réussi, en me formant, en m'éduquant, en m'entourant des personnes qui ont le résultat. C'est comme ça que je fais pour minimiser le risque. Tu as vu que j'ai pris un expert, mais ça n'a pas marché. Donc, tu comprends donc que je minimise le risque. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Qu'on ne te mente pas. Et il n'y a pas de risque zéro. Parce qu'il y a plusieurs contingences qui entrent en place. C'est pour ça que moi, j'ai pris ce challenge-là de venir sur YouTube pour partager ça. Tu peux prendre un expert et qui, lui, il a l'habitude de réussir la culture dans sa zone agroécologique. Mais lorsqu'il vient donc produire cette culture-là sur tes sols, ça ne marche pas. Ça s'explique. C'est scientifique. Parce que les sols diffèrent. Parce que sur un même sol, tu peux faire des prélèvements, c'est-à-dire que sur un même sol, sur plusieurs endroits, tu n'as pas les mêmes caractéristiques. Et comprendre qu'une culture comme le poivre, comme toutes les cultures, il y a des variétés. Et des variétés qui s'adaptent selon le type de sol. C'est cette science que nous n'avons pas. C'est cette science que nos techniciens, qui sont des praticiens, mais ils n'ont pas la science. Donc chez nous en Afrique, il faut apporter de la science à nos techniciens. Et qui c'est qui doit apporter cette science-là? Ce sont nos États qui doivent former maintenant des ingénieurs agronomes, mais des ingénieurs agronomes terrain. Pas ceux qui s'asseyent dans les bureaux, pas ceux qui sont aujourd'hui des commerciaux qui vendent des produits. Qui doivent former des vétérinaires terrain qui viennent partager la connaissance, pas ceux qui sont là à créer, ouvrir des boutiques de vente de produits phytosanitaires. Non. Donc tu vois, c'est parce que moi j'ai allié la science à la pratique qu'on a ces résultats. Oui, l'agriculture c'est scientifique. L'agriculture c'est une science. Gagner de l'argent c'est une science.
Donc, c'est comme ça que tu dois donc faire. Tu dois aller chercher la connaissance, tu dois te former. Peu importe le prix que ça doit coûter. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est la compétence qu'on doit avoir. C'est la compétence qui te crée la valeur. Moi, au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai en moi, les connaissances, la compétence que j'ai, ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Tu vois, c'est ce que je partage ici avec toi. C'est ce même challenge que j'ai pris aujourd'hui. Je viens sur YouTube, donc, partager cette expertise-là. Te dire, voilà, si je viens partager avec toi la connaissance, voilà la compétence que j'ai. Voilà comment, au travers de l'agriculture, tu peux t'inspirer de mon parcours. Mais t'inspirer, l'inspiration seule ne suffit pas. Il va falloir que tu t'éduques. Il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu mouilles le maillot, que tu passes à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action. Beaucoup se forment, mais très peu passent à l'action. Beaucoup prennent des tonnes de formation comme ça, en élevage, en agriculture, en crypto-monnaie, en machin, en ceci, en e-commerce, mais ne passent pas à l'action. Ne passent pas à l'action. Ma force en moi, c'est quoi? C'est que dès que j'ai un objectif, je passe à l'action. Je passe à l'action. Et il n'y a que l'action, il n'y a que le passage à l'action qui peut te dire si tu es dans le vrai ou pas. Et comprendre ici que échouer, ce n'est pas une fatalité. À vous qui êtes allé faire l'agriculture et que vous avez abandonné, non, non. L'échec n'est échec que lorsqu'on abandonne. Mais lorsque tu connais une difficulté, ce n'est pas un échec. Ça montre juste que tu n'as pas compris. La preuve, l'expérience avec le poivrier. J'ai eu des difficultés. L'expert n'avait pas compris que la technique ou la pratique qu'il a implémentée sur mes sols ne marchait pas avec mon sol. Lui, il s'est dit non, ça ne donne pas, il faut abandonner. Or que non. L'expérience m'a plutôt amené à me questionner. Pourquoi? Quand tu es dans le pourquoi, le comment arrive tout de suite. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Comment donc bien faire? Tu vois? Et ça, à chaque fois où tu fais le comment, tu vois que c'est des dépenses encore supplémentaires. Donc tu vois que si tu étais parti avec l'optique de dire je viens gagner les millions, je viens gagner les millions pour acheter la première Lamborghini, je viens gagner les millions pour pouvoir voyager à Copacabana, voyager en première classe, je viens acheter les millions pour impressionner les personnes que je n'aime pas. Je viens aussi montrer à cette personne-là comme mon sujet. Tu vois que dès que tu perds comme ça 10 millions, il y en a qui ont perdu 20 millions, il y en a qui perdent les 30 millions, il y en a qui perdent les 50 millions, il y en a qui perdent les 100 millions. Parce que tout simplement ne se sont pas questionnés. Questionne-toi, reviens, va étudier tes leçons, va faire tes classes. Il n'y a pas de raison, ça va marcher. Et moi, j'insiste ici que nous qui sommes en Afrique, avec les contingences que nous avons, j'applaudis énormément ceux qui entreprennent en Afrique. J'applaudis que nos parents, nos grands-parents qui ont ouvert la voie, j'applaudis nos parents qui sont dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage, qui entreprennent malgré les climats, les conditions difficiles, mais qui parviennent quand même à nourrir notre population. Parce que les contraintes, il y en a. Les contraintes sont énormes, les amis. Ce n'est pas que ce que nous faisons là, que sur le net ou derrière nos claviers, ou ce n'est pas parce que nous sommes dans le confort, que de nos canapés en Occident. On voit comment, qu'ici en Occident, tout est structuré, tout est bien fait. Mais en Afrique, je le dis parce que j'entreprends en Afrique. Je le dis parce que je suis dans le domaine agricole. Je le dis parce que depuis la petite enfance, je le fais. En Afrique, l'agriculteur ou l'entrepreneur africain n'a pas le confort que l'entrepreneur en Occident a.
Le climat, c'est-à-dire que des affaires, c'est-à-dire que tu te demandes, mais est-ce que nous sommes dans une jungle? Tu n'es pas accompagné par ton État. Donc tu vois, tout l'argent que j'ai perdu, mon pays ne sait même pas. Qui vient m'aider? Donc il te faut beaucoup de courage de perdre autant de millions et de revenir. Nous n'avons pas les infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures, les routes. Tu vas aller faire une agriculture industrielle. Quand je dis que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas prêts à aller faire l'agriculture industrielle. Qui va te donner 1000 hectares? Si tu trouves 1000 hectares de terrain, qui c'est qui va te faire la servitude, la route? Si ta plantation est à plus de 50 km, 100 km, qui c'est qui va te sortir la route? Qui c'est qui va t'apporter la lumière? Parce que tu vas aller faire 1000 km, 1000 hectares dans la brousse, dans l'obscurité. Qui va créer la route? Créer les routes, c'est des centaines de millions. Tu sais combien on paye que pour pouvoir louer un engin pour un jour? Qui c'est qui va t'embraser les 1000 hectares? Quand tu es dans des coins reculés comme ça, dans des pays occidentaux ici, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, ils sont souverains sur tout ça. Ils ont des satellites qui cartographient, c'est-à-dire que les terres. Et ici, c'est-à-dire qu'un pays comme la France, où je suis, ils ont la cartographie de toutes leurs terres agricoles. Ils ont déjà fait des analyses de sol de toutes leurs terres agricoles. Donc, quand tu veux aller cultiver, c'est-à-dire que peu importe la région en France, on te donne les caractéristiques du sol. Lorsqu'ils produisent les semences, ils produisent les semences par rapport à leurs caractéristiques des sols. Donc, quand tu veux aller faire l'agriculture, on connaît déjà la caractéristique de ton sol. Lorsqu'ils fabriquent les engins, c'est-à-dire que les camions, les tracteurs que vous achetez, les tracteurs sont bourrés d'électronique. Ces tracteurs-là, c'est-à-dire que sont reliés au satellite. Donc, lorsqu'il met la graine ou lorsqu'il met l'engrais, lorsqu'il roule avec son tracteur, le tracteur analyse au travers des capteurs du satellite, analyse le sol. C'est qu'à cet endroit, il y a pénurie, c'est-à-dire que par exemple, d'azote. Ça met l'azote qu'il faut. Ou qu'il y a un excès de phosphore, ça ne met pas le phosphore. Donc, ils font de l'amendement chirurgical. Ce que nous n'avons pas en Afrique. Toi, tu vas aller acheter un terrain aujourd'hui. C'est quoi l'analyse de ton sol? Tu ne connais pas les caractéristiques de ton sol. On te dit, c'est vraiment, mets le NPK. Tu viens prendre une plante, tu vas planter, tu ne sais même pas si c'est adapté à ton sol. On n'a pas de lumière. Comment tu vas faire donc? Si tu veux, c'est-à-dire que justement, aller produire, aller faire de l'agriculture. Si tu fuis ton village, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais nous sommes dedans. Dieu merci, dans mon village, ils ont ramené la lumière, même comme la lumière fait le clignotant. On est des fois là 2 mois sans lumière. Moi, je suis au pays, tu vois, je fais des fois 3 mois, des fois je fais 6 mois. Je suis des fois au village 2 mois sans lumière. C'est des contraintes, des amis, qu'il faut vivre. C'est des contraintes qu'il faut supporter. On se doit d'aller faire ça. Les débuts, j'ai dit les débuts sont difficiles, c'est les sacrifices qu'il faut faire. J'ai dit qu'on n'a pas la logistique pour aller dans ton champ, c'est des contraintes, il faut marcher. Les contraintes dues à l'environnement, c'est difficile de travailler dans ces environnements. Oui, on n'a pas de tracteur. Oui, on travaille encore avec la houe ou la main. Mais pour cela aussi, il faut comprendre que lorsqu'on n'a donc pas les moyens, parce que lorsque tu vas te lancer là maintenant et que tu n'as pas les moyens, lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on est pauvre, on entreprend autrement. On pense différemment. D'où la nécessité ici de comprendre aussi que, de savoir faire la part des choses entre l'agriculture industrielle, l'agriculture biologique et l'agriculture naturelle que nous faisons, entre les modèles agricoles. Donc quand on n'a pas d'argent, on ne va pas rester dans un fantasme où on se dit que non, c'est parce qu'on n'a pas les tracteurs, c'est parce qu'on travaille encore avec la houe, c'est parce qu'on travaille sur 2 hectares. Je te pose la question là maintenant. As-tu les moyens pour pouvoir acheter un tracteur?
As-tu les moyens pour pouvoir acheter 1000 hectares? Et que même si on te donne des tracteurs, qui t'a dit, qui t'a dit que la mécanisation rime avec la rentabilité? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es sur la mécanique que tu es rentable? Donc tu vois, c'est autant de questionnements. Et c'est ce qui bloque la plupart d'entre vous. Et moi, je dirais même plutôt que c'est la paresse. Beaucoup d'entre nous sommes des paresseux. Vous êtes des paresseux, en fait. Vous êtes des paresseux. Beaucoup vont commencer à prier. Prier, tu penses en priant, tu auras le tracteur? Tu penses qu'en priant, Dieu va te donner 1000 hectares de terre? Tu penses qu'en priant, la connaissance viendra vers toi? Tu penses qu'en priant, tu vas devenir riche? Non, c'est la paresse, mon ami. C'est la paresse. Ou tu penses que tu auras cet argent pour aller acheter le tracteur? Moi, je pense que lorsque les pauvres, lorsqu'on n'a pas d'argent, on pense autrement et on entreprend autrement. Et aujourd'hui, entreprendre autrement, ça demande qu'on implémente des stratégies. Ça dit qu'on peut commencer petit, mais tout en visant grand. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire les choix des cultures. On doit savoir faire des choix de pratiques agricoles. C'est pour ça que je suis venu vous dire ici qu'on se doit de valoriser nos produits du terroir. Qu'il y a des cultures qui sont 10 000 fois plus rentables que les cultures qu'on fait depuis communément. L'exemple, le bitacola. Tu sais combien coûte un sac de bitacola? Ce n'est pas moins de 400 000 francs CFA. Le Jiangsan, tu sais combien coûte un sac de Jiangsan? Ce n'est pas moins de 300 000 francs CFA. Tu sais combien coûte le poivre que tu consommes tout le temps? Donc tu vois qu'avec avec 1 hectare, tu gagnes énormément d'argent. Si tu vas maintenant appliquer la méthode d'association de culture ou de diversification de culture ou de ferme intégrée, où tu vas produire sur des superficies, c'est-à-dire qu'à taille d'homme, entre 1 et même 10 hectares ou même 20 hectares, mon cher, tu te fais, c'est-à-dire que tu es plein aux axes. Tu es plein. Et ça, c'est à ta portée en fait. Tu peux être un cadre ici. Les montants, c'est-à-dire que de 20 000 euros, tu peux épargner 20 000 euros. Tu peux épargner 30 000 euros. Et commencer, c'est-à-dire à te lancer de façon intelligente, sans casser la tirelire, sans te ruiner. Alors que si tu veux plutôt aller épouser un modèle aujourd'hui industriel, intensif, sur la monoculture, des céréales, avec la chimie, mais tu meurs dans le film. Pareil, si tu veux aller épouser maintenant un modèle intensif, industriel, de l'élevage de poulet de chair, mais tu meurs dans le film, tu ne vas même jamais commencer. Parce qu'il faut comprendre que quand tu commences à dire industrie, il y a des normes. Hein? Quand tu veux commencer à faire comme en Occident, il y a des normes. Il y a des normes. Et quand on dit normes, ça dit argent, ça dit dépense. Quand on dit normes, ça veut dire qu'il y a des process. Et des process de plus en plus complexes. Et quand ça devient complexe, ça devient coûteux. Ce n'est plus à notre portée. Ce n'est plus à notre portée. Si on te demande d'aller faire de l'agriculture, comme les Occidentaux ici avec les normes, tu ne peux même pas commencer. Si on demande d'aller faire l'élevage selon les normes occidentales, tu ne vas même pas commencer. Regarde comment sont nos bâtiments d'élevage. Tu penses que c'est aux normes? Mais donc c'est à nous donc aussi de profiter donc de cette aubaine-là, parce que eux, ce sont leurs normes. À nous de créer aussi nos normes. À nous de bénéficier, de surfer la manière de commencer petit. Comme je vous ai partagé la stratégie avec l'élevage de poules locales. Tu construis tes bâtiments même avec les matériaux de récupération, afin de diminuer avec le plus possible les coûts. J'ai dit qu'il était aberrant qu'on soit en train de nourrir nos sujets avec des produits venant d'ailleurs. Le blé, le colza, le soja, les tournesols et tout ça, les produits que nous ne consommons, nous ne produisons pas. Les sels minéraux que nous ne produisons pas. Alors qu'on peut aller produire massivement les cultures comme le manioc. Ma première vidéo, je l'ai intitulée « Qu'on produise le manioc abondamment, qu'on peut transformer en farine, en bobolo, en miondo, en mitumba, et qu'on peut consommer, et qu'on peut faire consommer à nos animaux. » Parce que l'avantage, c'est quoi en fait? L'avantage, c'est que la plupart des tubercules que nous faisons,
produisent à l'hectare plus que les céréales. Le manioc, en lui seul, sur un hectare, tu peux avoir entre 30 et 40 tonnes. Et tu peux m'aller au-delà de 40, même 50 tonnes. Alors que le soja, le maïs, le blé, ici en Occident, c'est-à-dire que ça oscille entre 6 et 10 tonnes. Et 10 tonnes, parce que c'est bourré, c'est-à-dire que de chimie, c'est bourré, c'est-à-dire que d'eau, parce que ça consomme énormément en eau, parce qu'on a labouré à outrance, ça a utilisé le pétrole, or que chez nous, le manioc, fait comme ça de façon naturelle, tu as 30 tonnes. Alors fais la comparaison entre 30 tonnes et 10 tonnes. Tu vas aller vers où en fait, mon gars? Tu vas aller vers où? Donc tu vois ici que l'agriculture, ça demande, c'est-à-dire que ça relève de la stratégie. Ça demande que tu t'impliques, ça demande que tu t'informes. Parce que moi, une culture qui me donne 30 tonnes l'hectare et ce qui me donne 10 tonnes, je vais vers la culture qui me donne 30 tonnes. Parce que là-dessus, on peut facilement atteindre notre autosuffisance alimentaire. Et que là-dessus, nous avons le contrôle sur les semences. Pareil pour l'igname. On produit l'igname, ça produit massivement. On produit les bananes plantains, ça produit massivement. On produit la banane douce, ça produit massivement. On produit les pommes de terre, ça produit massivement. On peut même privilégier nos céréales. Le sorgho, tiens. Le sorgho qui s'épanouit bien, c'est-à-dire que sur nos sols. Le sorgho, c'est une plante, c'est des céréales qui sont rustiques, qui s'adaptent dans les sols arides. Regardez aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui est en train de sévir partout dans le monde. Ça sévit en Afrique, ça sévit en Occident. Des cultures comme le sorgho qui sont adaptées à nos sols. On devrait les valoriser et les vulgariser. Le sorgho et le mil, qui sont peu demandeuses à nous. Le sorgho et le mil ne consomment pas énormément d'eau. Et ça produit le plus à l'hectare. Le sorgho produit plus que le maïs à l'hectare. Et tenez-vous tranquille, les Occidentaux sont en train d'expérimenter le sorgho. Un pays comme les États-Unis est en train de produire massivement le sorgho. La France ici est en train de produire le sorgho. Mais le petit malheur qu'ils ont, c'est que le sorgho, c'est une céréale qui s'adapte beaucoup plus dans les zones, c'est-à-dire ensoleillées, les zones arides. Donc en France, ici, ils vont produire le sorgho, mais la Côte d'Azur. Aux États-Unis, ils produisent dans les zones ensoleillées. Et l'expérience qu'ils ont fait, c'est que le sorgho consomme moins d'eau, ça produit plus à l'hectare et ça produit beaucoup plus de biomasse. Cette biomasse qu'eux, ils vont utiliser pour nourrir leurs animaux. Pendant ce temps, nous, on est là, on néglige ce sorgho. Et ils viendront encore nous damer le pion sur le sorgho. Ils viendront même nous damer le pion sur le mil. Parce qu'on est là en dehors, on va aller produire le maïs. Eux, ils ont les agendas. Ils font circuler les agendas. Parce que le maïs ici domine en Occident. Les États-Unis sont les premiers producteurs de maïs. Ils savent pourquoi ils avancent leur agenda. Ils savent pourquoi ils poussent les gens à aller produire le maïs. Parce que le maïs qu'on produit n'est pas destiné à la consommation humaine. C'est destiné à la consommation telle que des animaux. C'est destiné à la consommation telle que... C'est destiné à produire les produits dérivés comme l'éthanol, comme la bière. Alors, nous qui voulons faire une agriculture qui nourrit son homme, qui nourrit les humains, pourquoi est-ce qu'on va aller rester dans la monoculture et que les céréales ne sont pas rentables? Ne sont pas rentables. À toi de réfléchir maintenant. Je t'ai dit qu'un sac de Njansan, c'est 300 000. Un sac de Bitacola, c'est 450 000. Le poivre, c'est 130 millions minimum. Ton manioc que tu fais, c'est que des hectares et des hectares. Et que tu passes à la phase de transformation, regarde l'argent. Mais le bémol maintenant, entre le poivre, le Njansan, le Bitacola, le palmier à huile. Le palmier à huile, tu fais là, c'est-à-dire que 10 hectares, 20, 30, 40, 50, 100 hectares. Et que tu passes la phase de transformation, tu vois l'argent que ça donne. Mais le bémol, c'est quoi? C'est que ça prend un certain temps. Ça prend un temps. Tout ce que j'ai cité là, il faut un minimum, de 5 ans. Le poivre, c'est 2 ans et demi. Le Njansan, c'est-à-dire que le Bitacola,
minimum 5 ans, voire 6 ans. Le bébé, c'est minimum, c'est-à-dire que 5 ans, tu vois, 5 ans, ça entre en production. Le palmier a eu 3 ans, ça entre en production. Mais pendant ces 3 ans-là, tu vois, tu te dois d'être patient. Mais pendant ces 3 ans, tu ne vas pas... La stratégie qu'il faut mettre en place, tu mets les produits vivriers, ce que j'ai partagé ici. Tu plantes du vivrier. Tu fais l'association des cultures. Et tu commences à gagner ton argent. Parce que le but ici, on se doit d'être dans la création de richesses. Et on se doit d'être dans une richesse durable. Autre chose très importante que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'on ne peut pas aller faire l'agriculture et l'élevage si on n'est pas dans une vision de la durabilité. Si tu n'es pas en train de faire un business qui est pérenne. Et la pérennité ici, c'est de penser après toi. Le après toi, c'est quoi? C'est ta famille. Ça va commencer par ta femme et tes enfants. Tu peux étaler ça entre tes frères et sœurs. Donc lorsqu'on va entreprendre, j'insiste qu'on n'est pas dans l'optique de gagner de l'argent tout de suite. On peut commencer à dire déjà qu'on se visualise. On prend le temps déjà de former les personnes qui nous entourent. On se forme déjà soi-même. On forme, c'est-à-dire que ça peut être, si ta femme est dans ce projet avec toi, ça peut être tes enfants, ça peut être tes frères et sœurs. Tu les formes pour pouvoir pérenniser ce business-là. Tu formes aussi les collaborateurs qui vont être avec toi pour pouvoir pérenniser le business. Ça fait partie, c'est-à-dire que du processus. Ça fait partie du processus. Si tu veux que ton business soit pérenne, parce que l'agriculture, c'est ça. Tu ne peux pas aller faire dans le poivre, tu ne peux pas aller faire dans le palmier à huile, tu ne peux pas aller faire dans les arbres fruitiers en disant que tu vas aller faire seul. Si demain tu n'es pas là, qui c'est qui va prendre la suite? C'est comme ça qu'on a vu plusieurs projets capoter parce qu'on va toujours faire, on veut assouvir son ego. On veut assouvir son ego, on va faire seul. Quand tu n'es pas là, comme tu n'as pas partagé ta vision, ton projet s'arrête. On a vu plusieurs opérateurs économiques qui étaient là à faire dans le commerce. Mais quand ils ne sont pas là, le business s'arrête. Donc on se doit être dans la transmission en fait. On se doit être dans la création de valeur et dans la transmission. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que de mon côté avec ma femme, mes enfants, et je fais avec mes frères et sœurs et mes collaborateurs. C'est la même chose que je réitère en venant sur YouTube. Ça fait 4 ans que je partage avec vous. Gratuitement. Gratuitement, des pépites. Mais c'est parce que j'aime ce que je fais. C'est parce que je me dis que c'est dans la transmission, c'est dans le partage, c'est dans la connaissance qu'on va gagner. Mais il faut comprendre que cette connaissance-là a un prix. Et nous, les Africains, on doit comprendre que la valeur, c'est la compétence. La richesse, c'est la connaissance. Et que cette connaissance-là, peu importe là où elle est, peu importe le prix que ça coûte, il faut payer les amis. On ne doit pas faire les économies sur la connaissance et aller boire tous les jours la bière. On ne peut pas faire l'économie sur la connaissance, aller coller les petits tous les jours. On ne peut pas faire l'économie sur la connaissance, aller acheter une grosse voiture telle que pour paraître. On ne peut pas faire l'économie sur la compétence, aller te dire qu'à chaque fois telle que faire les voyages pour paraître. On ne peut pas faire l'économie sur la compétence et être là dans la victimisation telle que tous les jours. On ne peut pas faire l'économie sur la compétence et l'excellence et être partisan de moindre effort et de sombrer dans la paresse. On ne peut pas faire l'économie dans la compétence en ne prenant pas les risques. Oui, venir aussi, c'est-à-dire que dire que je vais apprendre à c'est-à-dire que voilà, faire l'agriculture, aller faire le palmier à huile, aller faire le poivre, aller faire le bitacola, aller produire le manioc, aller produire le njangsan. C'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'aller prendre un certain risque. Qui ne risque rien n'a rien. Je peux répéter ça. Qui ne risque rien n'a rien. C'est là où nous sommes aujourd'hui en Afrique. On ne veut pas prendre le risque. On est dans notre confort. On attend que c'est les autres qui fassent. On est tout en train d'invectiver. On peut c'est-à-dire que passer le temps à se plaindre que c'est la faute de X, c'est la faute de Y. Ça ne va rien changer. On sera au même point. Donc, si aujourd'hui tu veux changer ta situation, fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire.
Moi, quand je viens sur YouTube, est-ce que je connaissais YouTube? J'ai dit, je viens véhiculer mon idéologie, je viens mettre mes produits en lumière, je viens te dire, hey, tiens, il y a une culture qui est là, qui est comme qui est le poivre. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de cette culture. Tu consommes cette épice-là. Tu consommes cette épice, mais tu ne sais pas comment c'est produit. Tiens, moi, j'ai bravé ce challenge-là. Je suis passé là-dessus, je l'ai fait. Voilà, je vends. Si tu es intéressé par la consommation, voilà. Mais je peux encore aller plus loin. Ne pas garder le secret avec moi. Mais te montrer comment on produit. Te montrer comment on crée la valeur. Tu vois, je pourrais me cantonner uniquement à te dire, je vends le poivre, je vends l'huile de palme, je vends le bébé. Non. Je viens aussi partager. C'est ça, ce côté-là qu'on se doit d'avoir dans la communauté. On ne doit pas cacher, on doit partager. Toi aussi, tu dois avoir cette humilité-là. De dire, je viens apprendre. Je viens payer le prix. Et il n'y a pas de gratuité, mon frère. Il y a un prix à payer. Moi, je le paye. Être sur YouTube, il y a un prix à payer. Ce que je fais là, je partage depuis 4 ans. Il y a quelqu'un qui me paye? Non. Mais je viens partager. Parce que c'est que la magie de la connaissance ou du partage, c'est qu'avec les médias, les multimédias que nous avons, YouTube va diffuser. Ça peut rester là même peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quelqu'un va tomber dessus, ça va lui profiter. C'est ça la richesse en fait. C'est ça la richesse. Mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Aujourd'hui, on est incapable d'aller acheter un livre. On te dit le livre coûte 10 € ou 15 €. Tu vas dire, ah non, le livre est trop cher. Mais tu vas aller mettre 200 € dans une paire de chaussures. Tu vas aller mettre 500 € dans un costume. Explique-moi. Explique-moi. On te dit, paye une formation. Ah non, 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 la formation, tu as dit qu'elle est trop chère. Ah bon? Et comment tu vas faire pour pouvoir réussir dans ce que tu veux faire? Parce que je te dis encore que c'est la compétence qui te donne la valeur. Les gens veulent consommer le poivre. Le poivre, c'est que le kilo, c'est 200 €. C'est 400 €. Ah oui. Il y a de quoi faire. Mais comment tu fais donc pour produire ce poivre-là? Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la compétence. Par le Saint-Esprit, par les prières. Ah, il faut encore que Thierry fasse tout pour venir te donner gratuitement. Es-tu prêt donc à braver les challenges que j'ai partagés là avec toi? Donc tu vois, c'est là où nous en sommes. Beaucoup sont dans les starting blocks, attendent que c'est les autres qui fassent. Et ne veulent que recueillir la manne. Non, il y a un prix à payer, les gars. Il y a un prix à payer. C'est ce que je voulais partager ici avec toi. L'agriculture, c'est un secteur qui est ultra rentable. C'est le secteur qui va sortir avec l'Afrique de la misère. Parce que ce qui est magnifique en agriculture, c'est quoi? C'est qu'il y a l'effet levier. Lorsque tu lances un hectare de poivrier, ou même un hectare de palmier, ou même un hectare de manioc, la magie avec ça, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as acquis l'expertise, une fois que tu as la compétence, une fois que tu as maîtrisé le processus, tu peux faire 1000 hectares de manioc. Lorsque tu as acquis la compétence, l'expertise sur un hectare de poivrier, avec la maîtrise, tu peux faire 1000 hectares de poivrier. Lorsque tu as acquis l'expertise sur un hectare de palmier à huile, tu peux faire 1000 hectares de palmier à huile. C'est juste de maîtriser le processus. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer petit, maîtriser le processus et après voir grand. Et pour cela, c'est-à-dire que ça demande la patience, ça demande la persévérance, ça demande une vision sur le long terme, ça demande d'être courageux, ça demande d'être résilient. Parce qu'au fil de ce temps, tu seras secoué par toutes les contingences que je t'ai expliquées.